Bonjour, chers compatriotes. J'ai voulu adresser ce message solennel à M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, notre compatriote et notre fils, pour lui dire en toute amitié et dans la plus grande fraternité que les événements que nous vivons depuis l'élection présidentielle du 22 février 2020 ne sont pas de nature à mettre en harmonie le cœur de l'ensemble des Togolais, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce message? D'abord comme témoin de l'histoire de notre pays, mais aussi comme père de famille ou comme aîné de beaucoup de jeunes de la génération actuelle aussi, mais comme grand-père des enfants qui viendront demain. J'ai eu l'occasion d'envoyer plusieurs fois des notes à M. Faure Gnassingbé. J'ai eu l'occasion de donner des conseils à M. Agbeome Kodjo. J'ai eu l'occasion de discuter avec des responsables de partis politiques, de l'ANC, du CAR, d'ADI et de tant d'autres. Certains hommes politiques sont venus me voir dans cette maison sur des dossiers bien précis sur lesquels nous avons échangé. Alors, le problème de la violence dans notre pays est un problème récurrent que nous devons extirper de façon définitive. Mais aussi, ce qui importe dans la construction d'un pays, c'est que nous respections la loi et à travers la loi, nous-mêmes et l'ensemble des institutions que nous nous sommes données. Parce que la loi, c'est le plus petit commun dénominateur qui nous réunisse au-delà de nos origines ethniques, sociales, familiales, professionnelles et intellectuelles. Donc, c'est un peu le souci qui m'anime et c'est la raison pour laquelle j'adresse ce message. Monsieur le Président, nous comprenons aujourd'hui la détresse dans laquelle vous a plongé l'élection présidentielle du 22 février 2020. Quitter le pouvoir, sublimer une défaite pour mieux se construire soi-même n'est pas chose aisée. Nous qui sommes de la génération de vos ascendants, nous pouvons vous dire combien il est difficile d'échouer à un examen. Ça agirait à beaucoup d'entre nous dans notre parcours intellectuel. Échouer à un examen, échouer à un recrutement professionnel, ça arrive parfois à nous tous, et nous faire reconduire par une belle femme qui n'a pas envie d'avoir une belle femme à ses côtés. Mais souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ce sont les expériences de la vie. Dans la vie, il y a des échecs et que parfois, comme le dit un homme politique et penseur persan qui a vécu du 11e au 12e siècle, Omar Khayyam disait ceci: l'expérience est un soleil qui se lève quand l'homme va se coucher. Mais cette pensée de Omar Khayyam n'est pas une vérité éternelle, loin s'en faut. Entre le 12e et le 21e siècle, il y a 900 ans d'écart, le monde a beaucoup évolué. Mais disons que un autre auteur, non moins important, Pierre Corneille, auteur du Cid, en 1682, écrivait ceci: aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années.
Alors, qu'est-ce que cela veut dire si nous nous replongeons dans le contexte de notre pays? Vous êtes une âme bien née, puisque vous êtes né sous les ors et les lambris dorés de la République, d'un père chef militaire et président de la République, qui vous a fait connaître la politique, puisque vous êtes né en 1966, et qui vous a fait connaître les hommes avec leurs défauts, mais aussi leurs qualités, qui vous a fait connaître le monde extérieur avec les forces visibles et invisibles qui le gouvernent. Vous savez très bien, comme moi, de par l'expérience que vous avez, que dans ce monde, il y a de la rectitude, mais aussi du mensonge, de la vilainie, et que sais-je encore. Mais ce qui est important, qu'il faut souligner, c'est que quelles que soient nos origines familiales, nos trajectoires intellectuelles et professionnelles et nos mérites, nous devons en toutes circonstances savoir raison garder. Et surtout, lorsqu'il est question de la vie en société, de la vie en communauté, nous devons savoir que les hommes ont toujours des dettes les uns envers les autres. Quelle que soit la position que nous occupons, que nous soyons au sommet de la hiérarchie sociale ou au bas de la hiérarchie sociale, nous sommes solidaires dans l'environnement dans lequel nous vivons, les uns des autres, et nous ne devons pas l'oublier. À cet égard, je voudrais vous rappeler une phrase d'un penseur français qui s'appelle Jean-Marie Doménac, professeur de philosophie à l'École polytechnique de Paris et à l'Institut d'études politiques de Grenoble, que j'ai eu l'occasion, même l'immense honneur, de côtoyer au début des années 60, et qui, dans la critique du structuralisme, écrivait ceci. Le structuralisme, c'est une pensée philosophique qui a touché à la fois les sciences sociales, notamment l'anthropologie, mais bon, je n'entre pas dans les détails, mais il écrivait ceci, ce qui ça me paraît plus important. Ce n'est pas moi qui, à chaque instant, invente la vie. L'impersonnel est un élément structurant du réel. Je ne fais pas de commentaires outre mesure. Alors, toutes ces pensées nous invitent à prendre la mesure de la complexité de la vie et du monde et à construire notre existence et celle de notre entourage avec lucidité et modestie. Sinon, comment comprendre que dans certaines associations philosophiques, je pense en particulier à la franc-maçonnerie, on peut passer du statut de vénérable maître dans une loge à celui de couvreur, sans aucun déshonneur. Vous n'êtes pas déshonoré pour avoir perdu les élections. Non. Vous devenez, à mon sens, à mes yeux, et je crois aussi aux yeux de beaucoup de Togolais, une sentinelle dans la cité. Vous devenez plus grand qu'un président. C'est-à-dire, vous devenez un homme. Un homme, c'est un mot qui est chargé de signification. C'est un mot qui est chargé d'histoire. Et si vous permettez, je voudrais vous avancer une phrase que j'ai tirée d'un livre de Sophocle. Le Sophocle, c'est le père, l'un des pères de la tragédie grecque, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit ceci. C'est lorsque je ne suis plus rien que je deviens un homme. Mais toute pensée étant relative, mais vous serez un ancien président. Et ce n'est pas rien. Parce qu'en même temps, vous serez un homme.
Car dans notre tradition politique de ces 50 dernières années, être un ancien président, le premier de notre histoire, c'est être un homme couvert de l'épaisseur de l'histoire. C'est une histoire de 53 ans qui a commencé avec votre père et qui se termine non pas avec vous en 2020, mais que vous porterez toute votre vie, que vous transmettrez à vos frères et sœurs, que vous transmettrez à vos enfants, à votre entourage, et au-delà même de tout ce monde, à ceux qui viendront vous consulter sur la gestion des affaires du monde. Donc par conséquent, ce que je voudrais vous rappeler, en toute modestie, c'est que les conditions dans lesquelles vous avez accédé au pouvoir en 2005 furent des conditions calamiteuses. Il s'agit d'une véritable catastrophe nationale. Saisi hier soir sur la télévision togolaise, l'annonce officielle de la mort du président Eyadema. Eyadema n'est plus. Voici aujourd'hui son successeur, l'un de ses fils. Nous déclarons vous servir loyalement à partir de cet instant. L'armée lui a confié le pouvoir au mépris de la Constitution et des règles démocratiques, d'où cette mise en garde ce soir de la France. Combien de victimes depuis l'annonce de la victoire de Faure Gnassingbé? 3, selon les fidèles du fils du dictateur du Togo, Eyadema, et près de 25 selon les partisans de l'opposition de l'Union des forces du changement. Manifestement, les deux camps sont déterminés. Les supporters de l'opposant Emmanuel Bob Akitani ont appelé à manifester sans relâchement et malgré une armée qui ne badine pas quand il s'agit de répression. Le camp du pouvoir martèle que la victoire de son chef Faure Gnassingbé est sans appel, avec plus de 60% des voix, contredisant le message de l'opposition qui revendique 70% de ces mêmes voix. Bref, le scénario destructeur se dessine. L'opposant Akitani s'est autoproclamé président et accuse son rival de fraude massive. Et c'est le spectre de la guerre civile qui est omniprésent dans les rues de la capitale Lomé, avec plus d'une centaine de blessés admis dans les hôpitaux, selon la Croix-Rouge. Les étrangers, en particulier la communauté française, craignent le pire alors que des pillages ont lieu dans la capitale. Dans l'immédiat, les habitants de Lomé qui le peuvent tentent de fuir, certains vers le Bénin voisin. La France, qui appelle toutes les parties au calme, craint une guerre civile à la manière de la Côte d'Ivoire. Des témoins affirment que les manifestants ont réussi à s'emparer d'armes de poing et que la situation peut rapidement devenir incontrôlable au Togo. Je crois que vous les avez regrettés en privé parce que beaucoup de vos collaborateurs que nous connaissons, à qui nous-mêmes nous avons mis les pieds à l'étrier quand ils sont arrivés au Togo. Parce que autour de vous, nous avons des anciens étudiants que nous avons formés à l'université de Lomé. Autour de vous, nous avons des anciens collaborateurs de votre père que nous connaissons, avec qui nous avons effectué des missions à l'extérieur et qui sont là avec vous aujourd'hui. Donc, ces conditions n'étaient pas des conditions idéales. Un de vos frères, au moment de ces événements douloureux, ou au décès de votre père, et paix à son âme, les généraux ont voulu lui transmettre le pouvoir, à vous et à votre frère Katia. Il s'était écrié face aux généraux. Il leur a dit, mais pourquoi cherchez-vous à mettre dans les mains de mon frère une pâte chaude? C'est tout dire la difficulté ou le caractère particulier, le caractère exceptionnel, le caractère compliqué de la situation dans laquelle vous avez accédé au pouvoir. Et bien évidemment, il eut raison puisque le pays a explosé.
Nous étions là avec quelques amis, nous avons condamné dans un document que nous avons rendu public, nous avons condamné votre accession au pouvoir. Et ce document, je l'ai signé avec 2 autres personnes que nous avons publiées. Et à cette époque, nous avions cherché à entrer en contact avec des gens que nous connaissons qui sont RPT. Je ne veux pas les citer ici, mais eux tous n'ont pas voulu nous répondre. Je ne veux pas revenir sur cette période, mais cette période a laissé un grand traumatisme dans ce pays. Et donc depuis 2005, si je me réfère à tout ce qui s'est passé jusqu'en 2020, je me rends compte que la violence s'est installée dans notre pays, dans les rapports politiques. Elle s'est banalisée. Et c'est ça ce qui est dangereux. C'est ça ce qui est grave. Elle s'est banalisée. On peut frapper les gens dans les rues. On peut les poursuivre dans leur maison. Mais ça n'est pas concevable. Ça n'est pas concevable. Et donc les échos qui nous parviennent des incidents qui se produisent aujourd'hui, même en période de couvre-feu, sont absolument regrettables. Sont absolument regrettables. Mais dans quel pays sommes-nous? Nous devons nous ressaisir. Le pouvoir n'est pas fait pour brimer les autres. Le pouvoir est fait pour changer les choses, pour changer l'ordre des choses, pour construire un monde meilleur, pour élever la dignité de l'homme vers des niveaux éthérés de la conscience, de la beauté, de la solidarité et de la fraternité. Vous n'avez pas démérité, M. Faure-Gnassingbé. Vous n'avez pas démérité. Si je me réfère, par exemple, à ce que vous avez fait sous votre mandat en matière d'infrastructure, je l'avais déjà proclamé. Qui peut vous reprocher d'avoir continué à moderniser le port autonome de Lomé? Personne. Qui peut vous reprocher d'avoir pavé les rues de Lomé, permettant à nos populations de se déplacer, la ville de Lomé, se déplacer dans les conditions les meilleures? Qui peut vous reprocher d'avoir donné l'électricité dans certains quartiers? Qui peut vous reprocher d'avoir construit un nouvel aéroport? Nous pouvons disserter. Les économistes peuvent disserter sur le coût d'opportunité de certains projets, mais ne soyons pas, disons tout simplement que ne faisons pas la fine bouche. Mais quand je prends la période 2006 à 2010, le taux moyen de croissance du PIB réel par tête d'habitant, je dis par tête d'habitant, n'atteint pas 1%. Nous étions à 0,76%. Quand je prends la période 2011 à 2015, le taux de croissance du PIB réel moyen tourne autour de 2,15%, et la dernière période actuelle, celle dans laquelle nous sommes de 2016 à 2020, période dans laquelle vous avez élaboré le PND, le Plan national de développement, que j'ai lu, que j'ai parfois, certains détails vont retenir mon attention, mais le taux de croissance se situe, le taux de croissance du PIB réel se situe autour de 4,8%, mais si nous déduisons la croissance démographique, le taux d'accroissement naturel, nous serions autour de 2,20%. Vous faites mieux que votre père, parce que lui,
de 1970 à 2005, le taux de croissance était négatif. Le pays était tombé dans une pauvreté sans nom. Mais je crois que il est temps maintenant, après les élections présidentielles, que nous changions de méthode. La précipitation de la proclamation des résultats par la CENI en 2020, contrairement aux années précédentes, il a fallu en moyenne 2 à 3 jours, montre à suffisance que celle-ci ne disposait pas de tous les procès-verbaux des bureaux de vote et que les résultats ont été fabriqués en toute hâte pour conjurer une défaite annoncée. Depuis 2005 jusqu'aujourd'hui, aucune élection présidentielle ne s'est déroulée dans notre pays dans la paix et dans l'ordre. On ne peut pas accuser l'opposition. Je dis bien, si nous voulons rester objectifs, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est à vous d'organiser les élections de façon à ce que tout se passe dans le meilleur du monde. Or, à chaque fois, nous sommes confrontés à des difficultés, soit techniques. C'est-à-dire qu'en amont même, des dispositions sont prises pour que le suffrage qui doit s'exprimer ne soit pas crédible. Et même quand la communauté internationale, comme la dernière fois, les gens vous demandent de prendre en amont des dispositions pour que le scrutin soit libre et transparent, vous ne le faites pas. Je vais vous faire un aveu. À la veille des élections ici, je n'ai aucune responsabilité politique, mais je fais mon devoir de citoyen. J'ai écrit à l'Élysée, au président Macron, pour lui présenter un tableau historique de l'évolution de notre pays et attirer son attention sur les risques que comportent pour notre pays des élections mal organisées. Parce que quand nous discutons un peu avec les uns et les autres, non pas uniquement avec les hommes politiques, mais avec les gens de notre quartier, la jeunesse, nous sommes au cœur de la population. Les Togolais sont fatigués, que ce soit les Togolais de l'intérieur ou les Togolais de l'extérieur. Je crois que dans la situation actuelle, que vous-même, vous savez que c'est Messa Agbome Kodjo qui a gagné. Le temps est venu, Monsieur le Président, le temps est venu de passer la main. Le temps est venu de savoir raison garder. Le temps est venu de permettre aux Togolais de se rassembler. Si Agbome Kodjo a pu obtenir près de 67% des voix au premier tour de ces élections présidentielles, alors qu'il y avait 7 candidats, je disais en guise de plaisanterie avant les élections à un ami que, en fait, ce n'était pas 7 candidats, qu'il y avait un autre en embuscade, il n'était pas, même pas en embuscade, il y avait un 8e candidat, c'est Monseigneur Kodjo, que j'envie beaucoup. Parce que j'ai dit à beaucoup de gens que le travail que Monseigneur Kodjo a fait, c'est ce que nous, notre génération, qui connaissons ce pays, avons voulu construire ce pays, mais dans l'unité. C'est ce que nous aurions dû faire. Rassembler les hommes politiques, leur demander de s'unir
pour bâtir, pour aller ensemble à une compétition, mais dans l'honneur, dans l'honneur. Donc, je crois que nous devons aborder une ère nouvelle, celle d'une république plus fraternelle, une république plus solidaire, une république plus humaine. Parce que cette république plus fraternelle, plus solidaire, plus humaine, c'est celle de l'avenir, c'est celle qui va nous permettre, après 60 ans d'indépendance, d'aller vers de nouveaux horizons. Nouveaux horizons en matière de développement économique. Nous devons repenser notre rapport au monde. Nous devons repenser notre rapport au monde parce que l'État-nation que nous avons voulu construire après la colonisation s'est soldé par un échec. Nous sommes rentrés dans une évolution totalement chaotique où seule la violence, le mensonge, la division ont élu domicile au Togo et qui nous ont empêchés véritablement d'apporter le bonheur et la prospérité à nos concitoyens, de préparer l'avenir. Et à cet égard, la loi n'est pas faite pour brimer les autres. La loi, dans une société multiethnique comme la nôtre, nous sommes une société multiethnique. Je suis sociologue de formation. J'ai parcouru le Togo du nord au sud. J'ai parcouru le Togo du nord au sud. Et j'ai eu la chance de réaliser des missions qui nous ont permis de toucher du doigt les fractures, les problèmes ethniques qui minent notre pays. Donc la loi, mais c'est le plus petit commun dénominateur qui nous rassemble par-delà nos origines ethniques et familiales. C'est pourquoi nous devons bannir la violence. Nous devons bannir la violence. Ça ne réjouit personne. Ça ne nous honore pas. Ça défigure notre pays. Ça nous ramène à un état de déshumanité. Tout le monde vous dira, Monsieur le Président, si les gens ne vous disent pas la vérité, que le Togo est habité par des gens, on ne sait pas ce qu'ils sont réellement. C'est ce que pensent nos voisins de nous. On ne sait pas ce qu'ils sont. Qu'est-ce que les Togolais ont? J'ai eu la chance de rencontrer un ancien président du Bénin, Émile Derlin Zessou, à Paris, dans un cabinet où je travaillais, à la rue Marbeuf. Il nous a dit, mais vous les Togolais, là, on ne sait pas ce que vous avez. Et pourtant, c'est un chef d'État. Jimmy Carter est venu ici au début des années 90 pour essayer de nous aider à régler nos problèmes. Il est parti déçu. Desmond Tutu est venu ici pour essayer de nous aider à régler nos problèmes. Il est parti déçu. Je voudrais vous inviter avec tout ce que vous aimez, tous vos collaborateurs qui sont avec vous, dont nous connaissons la valeur, vous inviter à plus de raison. Les dégâts qui ont été occasionnés dans la maison du président Messa Agbeoumi Kodjo et la façon dont les gens qui étaient là ont été traités, pour moi, sont inacceptables. Sont inacceptables. Inacceptables. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, et sur le plan moral, en toute humilité, à reconnaître la victoire de Messa Agbeoumi Kodjo aux dernières élections présidentielles
et à lui transmettre le pouvoir dans l'intérêt supérieur du peuple togolais. J'entends le peuple togolais, tous les Togolais, sans exception, pas une minorité, tous les Togolais, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Monsieur le Président, puisse Dieu vous accorder la paix intérieure et vous montrer le chemin de l'amour des Togolais, de tous les Togolais. Vous connaissez bien votre successeur élu, Messa Adéomé Kodjo, à qui vous lie des relations de parenté et d'alliance. Vous êtes mariés dans la même maison. Vos enfants ont le même sang dans les veines. Monsieur le Président, les humeurs du corps ont des effets cosmiques insoupçonnés. Il est temps de faire triompher la raison. Rien n'est perdu, rien n'est perdu pour personne. Bien au contraire, nous gagnons tous à faire triompher la raison et à bâtir une société nouvelle. Et je termine par cette phrase: je suis catholique, baptisé depuis tout petit, ayant parcouru mes études grâce à l'église catholique, à la cathédrale, au collège Saint-Joseph. Même étudiant, j'étais au foyer des étudiants catholiques à Strasbourg. Donc je vous dis ceci: si Dieu nous a donné son Fils, que ne nous donnerait-il encore? Si Dieu nous a donné son Fils, que ne nous donnerait-il encore? C'est un argument a maiori ad minus. Je vous remercie. Ma